Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, comme d'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic à ma droite vous donnera l'agenda de la semaine et ma rubrique préférée, vous commencez à la connaître, la question du jour. Sans oublier bien évidemment le débat avec le début de saison en Formule 1. Et enfin, nous recevrons Nolan Bediaf, champion du monde de roller. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Timothée Robert, bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Marek Koeta, bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean. Good morning Maxime Brossard. How are you? Good evening, ouais ça va. Écoutez très bien, vous avez un bel accent anglais. Yeah. Jean. Ouais, c'était bien en Angleterre. Ouais, Maxime Brossard était à Londres, on va l'expliquer ce week-end. Ce week-end, 3 jours à Londres, j'ai passé, c'était assez exceptionnel. Et on va le montrer. Il fallait être à Murrayfield. Ouais non mais en fait j'avais ces journées on va dire de libre, j'en ai profité pour aller visiter la capitale avec mon père là, de l'Angleterre du coup et donc c'était la première fois que j'y allais, j'avais fait pas mal de pays avant mais j'avais jamais pu aller à Londres et c'était assez fantastique quoi. J'ai bien aimé l'atmosphère de la ville, les monuments, voilà je me suis un peu coupé du sport même si bon c'est quand même une grande ville de sport mais indirectement j'ai profité de les pintes. Ah j'ai avec bu modération. sans modération exactement bien sûr. Jean, c'est vous qui dites avec modération. Ouais, oui, c'est clair. Oui, parce que on va l'expliquer, je suis obligé de le dire, c'est pour le CSA, etc. Je suis obligé de le dire. Et Personne n'y croit. on le met à la caméra. Eh oui. Il est tout fier depuis tout à l'heure là, il m'a ramené un beau maillot. Magnifique, quelle recrue pour les Gunners, on sur va, Eda. on va cacher les pubs quand même, mais voilà, c'est Arsenal bien évidemment. Et ça c'est bien, merci beaucoup. On m'a d'ailleurs dit que c'était devenu le flocage le plus demandé par les supporters depuis que je l'ai fait faire. Voilà. Devant la Casette et Aubameyang. C'était le jour du match contre West Ham, ouais. C'est ça. Voilà, même la Casette a marqué, ça n'a pas suffi pour vous passer devant. C'est ça, et j'ai gagné 2000 € de droits d'image grâce à ça. Voilà, écoutez, il va falloir faire partager un peu là par contre. Et Timothée Robert, je me tourne vers vous, à ce qui paraît, vous n'avez pas passé un bon week-end. Ah non, ça a été terrible. Moi j'étais en Andorre, donc un petit peu moins loin que Maxime. J'ai passé 8 heures dans la voiture. Habituellement on met 2 heures de Toulouse jusqu'à Andorre. 8 heures dans la voiture, un camion qui s'est renversé, bloqué, la neige, les chaînes, la catastrophe. La catastrophe. Dans l'Andorre avec le prix du tabac qui a explosé, on est. Ah bah oui, mais de pire en pire. Ah ouais non mais là c'était terrible, donc je n'ai profité pour suivre le biathlon à huis clos. J'ai l'impression que chaque semaine Timothée il a une nouvelle galère. Ah non mais moi je suis le mec le plus poisseux du monde, je ne sais pas comment c'est possible un truc pareil mais c'est terrible, il m'arrive toujours le chat noir. Et chaque semaine c'est de plus en plus grave quoi. Je suis content de pas être là la semaine prochaine parce que on remet les compteurs à zéro. La semaine prochaine il va nous ramener le coronavirus. Oui, il y a possibilité. On va en parler tout à l'heure. Et vous Lucas, tout va bien? Oui, ça va. Le petit Léon va bien aussi. Oui. La maman va bien. Oui. Mais comment ça? Bientôt 1 an là. Enfin, ce sera au mois de juin. Oh oui, au mois de juin. Oui. Ça va vite. Il commence à parler là. Enfin, il rampe. Ouais. Usain Bolt. Il se fait les bras. Il rampe très vite. Il rentre très vite. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ouvre les portes. Et j'étais pas prêt. C'est vrai? Non. Les tiroirs, ça va, il est. Non, les tiroirs, mais pour le moment les prises. Oula, ouais. Jeu dangereux. Il découvre quoi. Et oui. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie ou une déception. Je vais me tourner tout de suite, on va gagner du temps, vers vous, Lucas Serdic, parce que j'ai parlé et j'ai évoqué le coronavirus. Alors, je suis désolé, chers auditeurs, bien évidemment, vulgairement parlant, on en bouffe un petit peu tous les jours, peu importe les médias, mais on est obligé un petit peu d'en parler parce que vous vous doutez bien, quand vous suivez l'actualité, que ça touche énormément le sport, encore plus depuis hier soir, et les nouvelles lois, entre guillemets, restrictions aujourd'hui. C'est un coup de gueule sur le coronavirus, mais saleté de maladie. Voilà, c'est ça. Que cette coronavirus là. C'est ça. On sait pas trop ce que c'est, mais ça nous embête beaucoup. Ça n'a pas trop touché la Belgique encore. Je sais pas d'où il vient cet accent. Oh, on dirait un Belge un peu. Quand je suis pas content, je de Liège. Un Belge à Marseille. C'était un Belge à Marseille. Non, on va parler du coronavirus, Lucas. Oui, bah oui. Et ça nous embête parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a appris beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, la semaine dernière, il y avait déjà les finales de ski alpin qui avaient été annulées avec l'enjeu qu'on connaît pour Alexis Pinturo
Les courses cyclistes en Italie, le Tirreno Adriatico, l'Estrade Bianchi et Milan-San Remo. Et là, depuis ce matin, on apprend que les matchs de foot vont se dérouler pour beaucoup, notamment en France, jusqu'au 15 avril à huis clos. Donc ça inclut PSG Dortmund, le choc entre le PSG et l'OM et beaucoup d'autres matchs qui nous intéressent. Les 2 matchs de l'équipe de France au Stade de France, où on salue Mehdi Guillonneau qui est à Paris et qui avait des places pour France-Ukraine, mais voilà, terminé. Voilà, à moins qu'il soit dans les 1000. Mais il y a même la finale de Coupe de la Ligue. On a vu ce que ça donnait ce week-end avec Juve-Inter, un match sans bruit dans le stade. C'est très étrange pour une affiche de ce niveau-là. C'est ce qui nous attend jusqu'au 15 avril en France, donc en Ligue 1 aussi très certainement, en rugby aussi très certainement, top 14 en Pro D2. En parlant de rugby, on a le 6 Nations qui se termine. Voilà, qui se termine, qui va se terminer le 31 octobre maintenant. C'est un peu étrange, mais c'est ça, le France-Irlande qui déterminera peut-être si la France gagne ce Grand Chelem. Ce sera. Non, ce tournoi. Le Grand Chelem est mort depuis. Ce tournoi. Oui, excusez-moi. On en parlera. Puis le tennis aussi, Indian Wells qui est annulé. Il y a aussi, je crois, le mondial féminin de hockey, si je ne me trompe, Canada. Bref, la liste est très 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 longue. Ce sont des mesures que je peux pas vraiment commenter, puisque si les autorités les prennent, c'est qu'elles sont justifiées. Oui, il y a une santé derrière publique, bien exactement, évidemment. on va pas. Mais nous, amoureux de sport, c'est vrai que ça nous fend le cœur. C'est vrai que c'est pénible. On va en parler dans l'agenda tout à l'heure, mais par exemple, les matchs du TFC, ça changera pas grand-chose à l'ambiance. Oui, ça c'est sûr. Les matchs du TFC, par exemple, ce week-end, sont à huis clos. Enfin, il y a plein d'autres matchs, bien évidemment. C'est sûr, il y a plein de restrictions qui sont prises. Après, libre à nous de juger si elles sont justifiées ou non. Mais c'est vrai que tout le programme sportif est chamboulé. On sait pas trop ce que ça va donner, comment vont réagir aussi les joueurs, parce que, comme disait Lucas, c'est pas du tout la même ambiance. Au niveau des préparations des grandes compétitions, je pense au Tour de France en cyclisme, ça va être totalement différent. Il y a des courses qui sont en cours, on ne sait pas si elles vont aller à leur terme. On a eu aussi l'exemple des coureurs cyclistes de Cofidis et de la Groupama FDJ qui sont restés confinés aux Émirats Arabes Unis. Donc tout ça, c'est assez particulier. Sportez-vous bien existe depuis 1 an et demi maintenant. Vous savez très bien qu'on essaye à notre humble niveau de parler uniquement de sport. Là, messieurs, exceptionnellement, je vais décaler un peu. Je vais me faire l'avocat du diable, je vais essayer de ne pas être maladroit. Quand on voit qu'on annule, comme l'a dit Lucas à juste titre, dans le sens où si les autorités prennent ce genre de responsabilité, le fait d'annuler ou de mettre à huis clos les matchs, est-ce qu'on peut comprendre que les métros, par exemple à Toulouse ou même à Paris, continuent de circuler? Il y a Disneyland, pour les citer, qui accueille encore tous les jours 40 000 personnes. On peut trouver ça bizarre, nous amoureux de sport, même si on ne conteste absolument pas, bien sûr, le fait de mettre à huis clos des matchs. C'est du cas par cas. On peut considérer quand même que les transports en commun, ça relève de l'utilité publique. C'est quand même bien loin d'être le cas pour un match de foot. Bon, après Disneyland, je savais même pas, je crois que c'était fermé, moi. Bon, bref, c'est encore autre chose. La surface n'est pas la même non plus. Dans un stade, on est collés les uns aux autres. C'est un peu le principe du stade. Bien sûr. Mais voilà, ce qui est plus inquiétant, ce qu'on peut regretter, c'est les incertitudes qui sont liées aux échéances de l'été et qui sont pas les moindres. On parle de l'Euro, des JO, on parle du Tour de France, on parle de toutes ces compétitions-là qui sont peut-être menacées, on ne sait pas. Marek Keta. Juste pour mettre un peu de positif, essayez en tout cas, peut-être que le fait que les matchs soient à huis clos, ça va justement permettre de se recentrer sur uniquement le niveau sportif de chaque équipe. Je parle en particulier. Peut-être là, le fait que par exemple vous vous déplacez à la Juve, peut-être que le fait de ne pas être dans le Juventus Stadium, de ne pas avoir un appui de supporters et que vous êtes une petite équipe de Serie A, peut-être que ça va vous permettre de vous hisser à leur niveau ou. Voilà, c'est peut-être sportivement intéressant. Pour Paris, on dit souvent que les premiers commentaires, c'est un match à huis clos en Ligue des Champions, ça va forcément être pénalisant pour eux à domicile alors qu'ils ont un but à remonter. Mais bon, cette équipe a déjà montré que sous la pression, elle pouvait craquer facilement. Peut-être que ça va les aider finalement, on ne sait pas. Ouais. On verra. Et le Paris Saint-Germain justement qui jouera contre Dortmund, on devra décider après l'émission, on regarde le match chez qui? Oui, c'est ça. Je sais pas, mais à huis clos en tout cas. À huis clos, à huis clos. On est obligé. Alors. C'est le thème. Bon, on sera moins de 1000. Je veux tout le monde avec un masque. On sera moins de 1000. On en discutera bien évidemment hors antenne parce que c'est pas le moment. Je me tourne vers vous, Marek Keta, parce qu'on parle de foot. On va rester un petit peu on parlait de sport, mais plus particulièrement de foot. On va rester quand même dans le foot pendant que Lucas me pique des noisettes. On va parler du football italien justement, mais on va parler d'une équipe. Là, on va parler vraiment sport et uniquement sport. On va parler de l'Atalanta Bergame. Et oui, parce qu'on s'en fiche du Corona. Nous, on parle sport et il y a une équipe qui régale depuis 2-3
3 ans. C'est l'Atalanta de Bergame, à un jour de la Champions League. J'avais envie d'en parler. Il joue demain contre Valence. Ce sera l'inauguration de ces fameux matchs à huis clos. Mais je voulais tout simplement parler de cette équipe parce qu'elle fait sensation. Elle est qualifiée en 8e de finale. Ça aurait pu faire l'objet d'une question du jour, j'en suis réda. C'est la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à se qualifier après 3 défaites consécutives en phase de poule. Gros exploit. Et attention parce que l'année dernière, Tottenham, après 3 matchs avec qu'un seul point, est arrivé en finale. Oui. Donc encore peut-être que Bergame. Donc Bergame sera champion d'Europe. C'est facile le foot. Et oui. On la compare souvent à l'Ajax de 2019 qui nous avait régalé pendant cette phase de Champions League. C'est une équipe, donc je l'ai dit, qui perce depuis 2-3 ans. C'est quoi l'Atalanta? C'est 70 buts. C'est la 2e meilleure attaque d'Europe. Derrière, en championnat uniquement. En championnat, oui. Mais derrière, donc, le PSG avec 75 buts est devant Liverpool et City, s'il vous plaît. Alors que n'y a pas de Lewandowski, il n'y a pas d'Agüero, non, on est sur des profils de joueurs très différents, pas de grandes stars, mais des joueurs comme, je l'ai noté, Josip Ilicic, un Slovène de 32 ans, assez malléable, qui peut un peu tout faire, Papou Gomez, un milieu super, lui aussi, qui peut à peu près tout faire, ou des types qui ont parfois floppé dans des grosses écuries européennes. Là, je pense à Duvan Zapata, 28 ans, qui a quand même passé 5 ans à Naples de 2013 à 2018. C'était moyen. C'était 15 buts, et là, en un an, l'an dernier, il était co-meilleur buteur pas co-meilleur, mais second meilleur buteur de Serie A avec 23 buts. À l'image de ce qu'a pu faire l'Ajax avec certains joueurs. Exactement. Tadic, Ziyech, bien sûr. Donc peut-être des nouvelles pépites en devenir. Là aussi, je pense à Mario Pasalic, un Croate passé par Chelsea, Monaco et Milan. Mais lui, c'est un bon normalement. Alors lui, il est en train de régaler. Pareil, il sait tout faire. On est sur une équipe qui mise sur la tactique, et tout ça, c'est grâce à un homme, Gianpiero Gasperini. C'est bien prononcé. Ça fait tout. Je viens de fondre, littéralement. C'est un tacticien. Italien. Ouais, il a intégré du coup. C'est quelqu'un lui aussi qui a floppé à l'Inter à l'époque, une époque où c'était compliqué, juste après les 3 belles années de l'Inter, après qu'ils aient gagné la Champions League en 2011. Sauf qu'il s'est fait virer au bout de 3 mois, il a perdu ses 4 premiers matchs. Donc on lui a dit bye bye, mais en fait c'est un entraîneur à qui il faut laisser du temps pour mettre en place ses idées. Et Bergame a fait le pari de prendre le temps et de le laisser faire. Voilà. Donc on a un jeu perpétuellement porté vers l'avant, avec des latéraux qui montent, une défense à 3, ça bouge de partout, c'est super beau à voir. Niveau football, on est vraiment, vraiment gâtés. Maxime Brossard. Au niveau du profil, ça me fait penser, c'est un peu l'Inter des pauvres, si on peut dire, puisque c'est une équipe où il y a très peu d'Italiens. Il y a beaucoup de joueurs étrangers. Ouais, des Colombiens. Et d'ailleurs, ils ont les mêmes couleurs. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant cette équipe de Bergame. Ça fait du bien dans le paysage du football. C'est une belle fraîcheur. Ça joue intelligent, ça joue vite sur les touches, les coups de pied arrêtés. Ça vient fermer les espaces. Ce qui est intéressant, c'est dans ce système à 3, les défenseurs ils peuvent très bien monter sur des phases offensives. Mais c'est super, vraiment. On leur souhaite bonne chance pour le match contre Valence demain. Et si vous avez l'occasion de regarder les matchs de Bergame, allez-y. C'est un vrai régal, comme vient de nous le dire Marek Keta. Je me tourne vers Maxime Brossard. On va parler de rugby. C'est un coup de mou sur le 15 de France. On va parler de la défaite, malheureusement, contre l'Écosse hier. Oui, malheureusement, la défaite, c'était un coup de mou, coup d'arrêt, on peut dire aussi. C'est vrai que... On était sur une belle série. On était sur 2 victoires quand même contre l'Angleterre et le Pays de Galles et l'Italie, et c'était assez encourageant. Mais bon, voilà. Je pense que ça a été symptomatique d'une équipe qui est assez jeune, en fait, qui finalement peut-être assez rapidement déstabilisée si, on va dire, le jeu ne va pas dans son sens. C'est ce qui s'est passé un peu, on va dire, en première mi-temps, avec aussi cette échauffourée où Aouas, malheureusement, a dégoupillé. Il a mis un coup de poing. Voilà, c'est une erreur de jeunesse, on va dire. Il y a eu aussi des soucis au niveau de la charnière. On a vu Romain Tamac sortir assez rapidement alors qu'il venait de commettre une erreur. On l'a senti assez fébrile sous les coups de pied, ce qui n'est pas habituel chez lui. Un peu comme Sexton contre l'Angleterre avec l'Italie contre l'Angleterre contre l'Irlande. Où il loupe tout de suite une pénalité derrière. Chez Sexton, on va dire que c'est moins, on va dire c'est une fois tous les. Là, bon, c'est on va dire c'est la première fois que ça arrive à Romain Tamac de cette façon-là. C'est pour ça, je pense que c'est excusable dans le sens où il est très jeune. En plus derrière, il a essayé de se rattraper tant bien que mal. Il a pris une commotion et il y a Dupont aussi qui est blessé. Ça, c'est coup dur aussi pour le Stade Toulousain qui perd sa charnière peut-être pour le match contre l'Ulster à venir. Pour le quart, il n'y a pas Dupont. Voilà, donc coup dur pour le Stade Toulousain aussi. J'y pense, j'ai pris mes places pour Toulouse-Ulster, c'est à huis clos. Ça va peut-être être. Oui, bon, voilà, peut-être que finalement le spectacle sera un peu moins décevant finalement.
Et voilà, coup d'arrêt du coup pour ces Bleus qui, j'espère, maintenant on va devoir attendre le mois d'octobre pour savoir s'ils seront champions ou pas. Timothée Rouillère. Surtout en fait on s'y attendait pas parce qu'on avait vu que l'Écosse ça avait été compliqué, c'était assez poussif les matchs depuis le début du tournoi et ils ont appliqué le plan de jeu parfait pendant 20 minutes et ils ont tenu et après quand on se retrouve à 14 pendant 55 minutes, voilà, encore le carton jaune de Cross 55 minutes, et le coup de poing de Hawass. C'est compliqué, les lignes arrière ça a été compliqué, la charnière aussi qui a pas pesé, donc voilà, délicat, mais on espère qu'ils vont se rattraper à l'automne. À l'automne, bien évidemment. Et gardez la parole justement, Timothée Rouvière, parce qu'après un coup de cœur, un coup de gueule, un coup de mou, on a un coup de froid. Un coup de froid pour l'équipe de France de biathlon et même de Martin Fourcade. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, la France sera championne du monde. Voilà. Dommage, c'était il y a une semaine les championnats du monde. Mais voilà, après les championnats du monde assez réussis, l'équipe de France a été assez compliquée. C'était à Nové Mesto en République tchèque. Voilà. Ça se disputait à huis clos. Ça a été compliqué pour les Français. 2 courses individuelles, 2 victoires de Johannes Beu qui se rapproche au classement général. Il compte plus que 43 points de retard sur Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet. Mais virtuellement, il est premier. Voilà, il faut le dire, virtuellement il est premier parce que la Fédération internationale de biathlon retire les 2 plus mauvaises courses depuis le début de la saison. Pour Martin Fourcade, c'est mal joué parce que voilà, il a des courses où il a mis des points quand même, alors que Johannes Beu, il était pas là. Tout simplement, il était absent. Donc assez compliqué. Martin Fourcade qui fait 6ème sur le sprint et 14ème sur la mass start avec une erreur de fartage. Le fartage, c'est le petit équipement qu'il y a sous les skis pour permettre de glisser pour les biathlètes. On peut quand même souligner une 2ème place pour Quentin Fillon-Maillet sur le sprint et pour Emilien Jacquelin sur la mass start. Bon voilà, on espère que les Français vont remonter un petit peu. C'est vrai que ça serait dommage pour Martin Fourcade de ne pas décrocher le gros globe de cristal parce qu'il a été très méritant cette année. On avait parlé, c'était votre premier coup vous avez fait un coup de cœur au tout début de la saison sur le biathlon. On avait dit attention sur la saison. On arrive sur la fin de saison. Lucas, c'est quand même un bilan satisfaisant pour l'équipe de France de biathlon ou pas? Collectivement, on n'a jamais été aussi fort. Jamais. 4 athlètes qui sont dans le top 10 du général, 2 qui se battent pour le gros club de cristal, un relais, 3 médailles d'or au championnat du monde, dont le relais masculin. Chez les gars, on n'a jamais été aussi fort. Après, la récompense suprême individuelle, on l'aura peut-être pas, tout simplement parce que Johannes Beu est un petit peu au-dessus de la mêlée. S'il n'avait pas été papa en janvier, il serait devant et on se poserait même plus la question aujourd'hui. Le grand mérite des Français, c'est de ne laisser aucune miette derrière. Ils récupèrent tout ce qu'il y a à prendre. Et pour ça, on peut dire que c'est une saison très réussie. Oui. Timothée, pour conclure. Oui, parce que pour conclure, voilà, Martin Fourcade premier, Quentin Fillon-Maillet est 3ème, Emilien Jacquelin est 4ème et même 5ème, et Simon Détieux est 6ème, donc grosse densité chez les garçons, un peu plus compliqué chez les filles, mais 4 dans les 6, c'est assez hallucinant, on n'a jamais connu ça. Merci messieurs pour les coups de cœur et les coups de gueule. On passe tout de suite à l'agenda de la semaine. Sportez-vous bien, l'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic, et comme d'habitude, on va commencer avec le rugby. Ouais, mais pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de rugby, justement. Il n'y aura plus de 6 nations. Ça se termine un petit peu en eau de boudin, cette histoire. Du coup, pas de top 14 non plus, parce que il était censé y avoir du 6 nations, mais il n'y en a pas non plus. Il va y avoir tout de même 2 matchs de Pro D2 en retard qui nous concernent. La 6e journée n'avait pas pu se jouer Montauban face à Provence à cause d'une infection staphylocoque, on s'en souvient. Ce sera samedi à 14h, et dans le même temps, un match en retard de la 18e journée entre Carcassonne et Valence. Un petit mot quand même pour dire que le week-end dernier, Colomiers a repris la tête du championnat de Pro D2 à la faveur de sa victoire avec bonus offensif face à Provence, justement. Vous voulez tousser? Non, j'aimerais bien avaler. C'est la passion des noisettes. Voilà, oui, mais les noisettes, c'est bon. Je n'y peux rien. Tandis que Perpignan, dans le même temps, n'a gagné que 27-23 entre guillemets face à Montauban en déplacement, ce qui fait Colomiers premier, 77 points, deuxième Perpignan 76 points, et derrière le trou est fait. Le 3e et 4e sont à 67 points et le 5e est à 60 points, donc ça sent quand même très bon pour Colomiers, au moins pour les phases finales. On devrait y être. Un mot de rugby à 13 pour dire aussi que le Toulouse Olympique a enchaîné 5e victoire en 5 matchs de Championship, 34-14 face à Bateley. Et il y a la Fédérale 1, Blagnac-Albi, ce sera samedi. Alors, un grand match. Pour les infos en direct. J'ose pas trop le dire parce qu'on ne sait pas trop. Voilà, c'est compliqué, c'est pour ça que je l'annonce pas. Il y a une réunion ce soir pour déterminer si oui ou non le match se jouera à huis clos, en sachant qu'on le rappelle, c'est limité à 1000. Ils attendent pour un match comme ça 2 à 3000 personnes, donc c'est compliqué. On préfère ne pas l'annoncer. Et un mot de rugby à 10, c'est extrêmement rare. Le Stade Toulousain féminin est champion de France du rugby à 10 depuis hier. Ah, c'était champion, je crois que c'était la Coupe de France. Champion de France.
France. Ouais, J'adore Jean Sureda qui me dit on fait un agenda rapide, 3-4 minutes et il rajoute des trucs. C'est fatigant quoi. On parle de football. De football et de Ligue 1. Ça va être rapide aussi. Même si voilà, la 29e journée va se jouer à huis clos pour le TFC. Ce sera samedi à 20h face à Metz, le dernier contre le 15e. Une nouvelle chance peut-être pour le TFC de briser la série impitoyable de 18 matchs sans victoire, dont 17 défaites. La dernière en date, c'était ce week-end à Dijon, 2 buts à 1. 14 points de retard aujourd'hui sur Nîmes, 18e et premier barragiste à 10 matchs de la fin. Donc là, on commence vraiment à... Ligue 2. Oui, Ligue 2. Ligue 2, il va y avoir la 28e journée aussi. Le RAF va accueillir Clermont. Le RAF est 16e grâce à sa victoire 2-1 face à Guingamp le week-end dernier. Ce sera ce coup-ci vendredi à 20h. Je vous dis pas d'aller au stade parce que je sais pas si vous pourrez. Et en national, 26e journée avec Pau qui se déplace à Villefranche. Pau qui est toujours leader de national. Ce sera aussi vendredi à 18h. Voilà, Pau malgré sa défaite 2-1 à Ajaccio le week-end dernier. Gros week-end pour le handball et le volley. Ouais, très beau week-end qui s'annonce pour les Toulousains. D'abord en handball avec le Final Four de Coupe de la Ligue et samedi à 16h les Toulousains qui vont jouer contre l'Ogre parisien. Ce sera à suivre sur BeIN 3 pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris. Les finales après ce sera dimanche à 16h si Toulouse bat le PSG. Et en volley il y a aussi le Final Four mais de Coupe de France et cette fois ça se joue à Toulouse. Donc là c'est très intéressant. 3 jours de suite où vous pouvez voir du volley à Toulouse. Ça commence vendredi à 21h par le match entre Toulouse et Poitiers pour les Toulousains parce qu'à 18h il y aura déjà un match alléchant, Paris contre Tours. 8 € les premiers prix pour les places. Alors je vous rappelle que c'est un sport hyper spectaculaire, hyper intéressant. On a 4 des meilleures équipes de France qui vont s'affronter à Toulouse sur un week-end. Alors je vous conseille franchement de foncer. Un mot de basket, de hockey. De hockey pour dire que malheureusement le TBHC est éliminé en quart de finale de D2 au match retour. Ils n'ont pas réussi à faire l'exploit face à Villars de Lens, défaite 4-2 alors qu'ils avaient aussi perdu à l'aller en prolongation. Et en basket on a la 26e journée de Jeep Elite qui va se jouer dimanche à 18h. Pau accueille l'Asvel. Pêle-mêle, on rappelle aussi donc le ski alpin avec le slalom et le géant pour Pinturo. C'est là où on va savoir si en fin de semaine s'il est tenant du gros globe de cristal ou pas. Ça fait plus de 20 ans qu'on attend ça avec Luc Alphand. Le biathlon à partir de jeudi, sprint homme et poursuite homme, là aussi c'est important pour nous. Et le cyclisme Paris-Nice jusqu'à dimanche peut-être, on ne sait pas. Au moins nous sommes complets, merci beaucoup Lucas. Et on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Comme son nom l'indique, une question, 4 minutes pour y répondre. Les chroniqueurs ne savent ni le sujet ni la question à l'avance. Attention, en sachant que messieurs, vous restez, faut-il le rappeler, sur une défaite la semaine dernière. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas Mehdi. Parce qu'il n'y avait pas Mehdi. Quelle est la particularité des Jeux Olympiques entre 1912 et 1948 ? Elle ne s'adressait qu'à un certain nombre restreint de pays, c'est un lien avec ça ? Du tout. C'est par rapport aux annulations. Du tout. C'était des pros ? Non, amateur. Justement, les pros n'avaient pas le droit d'y être. Tout sport confondu. Non. Parce que là aujourd'hui il y a quand même des pros qui vont entre 1912 et 48. Et 48. 48 moins 12, 36. Jeux Olympiques d'hiver ou d'été avec ça. Été. Été, Jeux Olympiques d'été. C'est pas rapport aux annulations en plus. Non. Justement, ça se faisait en même temps. Voilà, l'été, l'hiver, pas de neige, on s'en fout. Non, justement, non. Il neigeait tout le temps à l'époque. Il y avait que 10 disciplines. Pas du tout. C'est un rapport avec les disciplines, pour être honnête. Et je rigole là parce qu'en fait. Il n'y avait pas d'épreuve mixte. Non. Quel est le sport mixte, le seul sport où les hommes et les femmes s'affrontent? Non. Aux Jeux Olympiques, vous le savez ou pas? Baseball, non? Je vous le dis. Baseball? Non, l'équitation. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est con parce que ça, je le savais. Allez. C'est un lien alors. C'est un lien avec les compétitions. Donc quelle est la particularité des Jeux Olympiques entre 1912 C'est la durée de la compétition. Et 1948. Les micros sont ouverts pour Romain et Coraline qu'on n'a pas salué à la réalisation. Vous pouvez jouer, messieurs dames. On réfléchit. Ouais, pareil. C'est un lien avec. Réfléchissez sur Google, franchement. Et c'est clair. Allez, faites un petit tour sur Google. On n'est pas comme ça, non? Ouais, c'est ça. Un petit indice. La flemme, ouais. C'était très difficile de trouver ce genre d'archives sur Google. Et je rigole parce que Claude Lebas, qu'on salue, qui est un fidèle auditeur de Sportez-vous bien, en général la veille, je lui donne. Sauf que là, je lui ai donné, mais je vous l'ai dit tout à l'heure par message WhatsApp que j'ai changé. Donc là, il n'est pas au courant. Il doit charger en même temps. Et je vais regarder. Claude envoie un petit texto. Voilà, je vais regarder mon téléphone, savoir s'il va le trouver. Entre 1912 et 1948, quelle est la particularité? Il faut poser des questions. On n'a pas les résultats officiels des. Ah si, on a les résultats officiels.
On n'a pas les photos des sportifs. Non, mais faut que tu donnes un peu d'indices là. Tous les Jeux Olympiques ont eu lieu dans un certain ça a été dans des villes à chaque fois, mais c'est en lien avec des compétitions. Alors les compétitions aujourd'hui n'existent plus. C'est des sports qui ont disparu. On peut pas parler de sport. C'est des disciplines qui ont disparu. Disciplines qui ont disparu des JO. La danse, des Jeux Olympiques. Le bridge, non, mais ça existe encore. Mais pas sous le mot discipline. C'est ça là. C'est des épreuves alors. Pas sous le mot c'est pas des épreuves. C'est ça qui est incroyable. Ça a été aux Jeux Olympiques. Les échecs. C'est pas il n'y a pas eu du tir au pigeon, quelque chose comme ça Alors Claude me dit je sais, mais je ne dirai pas. Merci Claude. Le rugby a disparu en 24, je crois. Non, du tout. Et par contre, après 48, vous savez, des fois ils reviennent 20 ans après. Oui, c'est toujours pas revenu et ça. C'est un sport qui est pas revenu. Et je suis quasiment sûr que ça ne reviendra. Mais parce que c'est c'était pas plus considéré comme un sport. C'est la pêche. En fait, ça n'a quasiment jamais été considéré. C'est un tir au pigeon ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un loisir? Est-ce que c'est une activité physique? Un loisir, oui. C'était du bowling pour certains, ouais. Du golf, non, mais la pêche. Il vous reste une minute. Un loisir pour certains. Un jeu de cartes. C'était un jeu de cartes. Non, du tout. Du tout. C'était des échecs, un jeu de société. Vous-même, Jean, vous avez déjà fait ce que vous avez pratiqué. Alors 2 au niveau extrêmement amateur. Ah, il y en a 2, c'est ça? Il y en a 5 en tout. 5 disciplines. Il faut qu'on trouve les 5? Non, c'est un truc global. C'est un nom global. C'est comme par exemple le 100 mètres, le 200 mètres, le 300 mètres, c'est de l'athlé. Les danses de salon. Voilà. Les danses de salon. Non, du tout. T'aimes pas la danse? Il a dit voilà. J'y ai cru, la danse. Est-ce que c'était. On va rigoler, hein. Vous voulez que je vous. Une idée de. C'était pas des Pierre de Coubertin. Des arts plastiques peut-être? Pierre de Coubertin. Est-ce que c'était des arts plastiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est. De la peinture, de la sculpture? Bonne réponse de Timothée. Incroyable. À 30 secondes de la fin, c'est tout simplement des compétitions artistiques. Il y avait l'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. C'est-à-dire qu'il y avait des champions olympiques. Ça veut dire que c'est la base des Jeux Olympiques de toute façon, puisque dans les Jeux Olympiques, il y avait ceux d'Olympie à l'époque antique, et après il y avait aussi ceux qui étaient réservés pour les artistes. C'est ça, c'est une idée de Pierre de Coubertin qui est fondateur du CIO et créateur des Jeux Olympiques modernes. Et lui, d'ailleurs, il est champion olympique lui-même en littérature sous le pseudonyme de Orod et Etchab Bash, pour ne pas influencer le jury. D'accord. Et du coup, il est indétrônable maintenant. Voilà, c'est ça. C'est une compétition abandonnée en 1954 car les artistes devenaient pros justement et pas les athlètes. D'où votre question tout à l'heure. J'ai une petite question subsidiaire en 20 secondes, mais je vous laisserai pas plus de temps. Quelle est la particularité, encore une fois, du Britannique John Copley, justement par rapport à ça? Il était champion olympique dans les 5 disciplines. Il est resté champion olympique tout le temps. Il a jamais été battu. Alors oui en soi, mais non, il a une particularité qui aujourd'hui, sincèrement, c'est imbattable. Il a été champion olympique dans 2 de ces disciplines différentes. Avec l'âge aussi, peut-être, non? C'est le plus vieux, donc champion olympique. J'ai un demi-point, j'espère. Non, c'est moi qui le garde le point. À 73 ans, à Londres en 1948, en peinture, grâce à l'œuvre Polo Player. 73 ans aujourd'hui. Et côté sportif, celui qui a la médaille le plus âgé, c'est en 1920, c'est à 72 ans, c'est un tireur suédois, Oscar Swan. Incroyable. J'allais le dire, en tir ou en équitation, ça doit être encore peut-être un peu jouable. Jusqu'à 50 ans. Par contre, il y a deux personnes qui ont été champions olympiques de compétition artistique et sportive. Ça c'est des. Il y a un Américain, Walter Winans, champion olympique de tir en 1912, et la même année, il est champion olympique de sculpture. Incroyable. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. J'aurais été plus étonné si vous m'aviez dit dessin et je sais pas moi boxe. C'est ça. C'est de l'art brut on appelle. Il y a un Hongrois et je suis désolé pour la prononciation, Alfred Ajos. Lui il est champion olympique de natation en 1896, donc pour le retour des Jeux olympiques modernes. Et 20 ans plus tard, en 1916, il est champion d'architecture. C'est pas mal ça. Et lui, par contre, il est triple champion olympique parce qu'il est 2 fois de natation et 1 fois d'architecture. C'est pas mal ces jeux, ces champions olympiques avec artistique, quoi, je trouve. Ça aurait été un beau tremplin pour plusieurs artistes. Quand vous m'avez posé la question, est-ce que vous, la musique quand je prends ma douche, et la littérature quand j'étais à l'école, je faisais un peu de littérature. Ils auraient pu rajouter le cinéma pour vous, Jean, avec Camping Paradis et Joséphine. La critique de cinéma. Quelqu'un serait champion olympique dans cette discipline, messieurs, ou pas?
Ah là non. Peut-être moi en musique, j'en ai fait 12 ans de la musique. Ah, pas mal. Quel Oui. instrument? De la flûte traversière. Ah ouais, d'accord. C'est marrant, bien. ça m'étonne pas. Pourquoi ça? J'en sais rien. Ah ouais. Et vous, Marek Marek On va aller danser tous ensemble. Non. On ferait quelques petits pas. Marek en sculpture. Je vois bien En peinture, Marek. En peinture, moi je le vois bien. minutieux. Ouais, minutieux, voilà. À me dessiner dans une à me Un sculpter. nu de gens sur Mon Dieu. Magnifique. Préservez-nous de ça. Voilà. Et vous, Maxime? Ouais, honnêtement, la boxe, non, je déconne. Je sais pas, non. C'est celui qui casse Le cubisme. Ouais. Ah, le rugby, en 24, on pouvait encore. Et justement, ça a été interdit à cause d'une bagarre. Alors, voilà quoi. Et je rigole parce qu'il y a Claude qui vient de m'envoyer. Parfois au foot, on voit des peintres. Ah oui, c'est vrai. C'est bien trouvé ça. Donc, voilà, il est stressé parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui joue après-demain. Voilà. Et vous, Lucas, pour conclure, voilà, sur Littérature. sur ça. Moi non, mais rien du tout, moi. Non. En Architecture, art, je suis Lucas. vraiment rien du tout. Architecture. Architecture. Ouais. J'ai pensé pendant un temps. je voulais Sculpture bien faire ça, sur ouais. bois, peut-être j'aurais été pas trop mal, quoi, mais sinon, après. Et d'ailleurs, pardon, Il faut manier la hache. Ouais, voilà, ouais. Wow. donc voilà, c'est une victoire de Timothée Rouillère. La première. Bravo, Mais, Timothée. ouais. mais vous avez eu chaud. Vous avez Oui, eu très chaud. C'est une bonne question parce que la semaine dernière, j'avais eu vos compliments, Lucas Serdic. Bonne Ah ouais. question. Franchement, je réitère pas. parce qu'il a pas trouvé la bonne réponse. Ah ouais. ça. Merci messieurs, on se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec le débat Formule 1 tout de suite. Portez-vous bien. Le débat. Dimanche débute la 11e saison des championnats du monde de Formule 1. Hamilton, triple champion du monde en titre et quintuple champion du monde, figure bien évidemment parmi les grands favoris, mais devra faire attention aux stars montantes comme le monégasque par exemple Leclerc. Messieurs, la question elle est très simple, comme d'habitude on ne répond que par oui ou par non. Est-ce une année plus ouverte que les autres? Lucas Serdic. J'en sais rien. Timothée Rouvière. Non. Maxime Brossard. Voilà, genre écoutez, passez-moi un Kit Kat s'il vous plaît. J'allais faire la même blague.
J'allais faire la même blague. Peut-être. Timothée, on a vu Timothée, il va vachement bien faire le. Allez, Timothée, régalez-nous là. On vous regarde, on vous écoute. Ça fait monologue là. On vous écoute. Allez, interview Formule 1. Ouais. Je pourrais vous parler de ma saxo éventuellement. Tout simplement non, parce que pour moi, Mercedes et Hamilton, là-haut, resteront là-haut. Tout comme Valtteri Bottas, c'est là-haut et ensuite ça va se bagarrer pour la 3ème, 4ème, 5ème place parce que ça fait plusieurs années que Mercedes nous prouve qu'ils sont là-haut et qu'ils arrivent à chaque fois à trouver les petits changements au niveau du moteur, au niveau de la configuration et de l'esthétique de la voiture et de l'aéronautique pour faire la différence sur les autres. Et pour moi, la seule écurie concurrente peut être éventuellement Red Bull ou Ferrari, mais un cran en dessous quand même. Et Ferrari, mais de grandes chances, non? Dans Leclerc, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est exactement ce que j'allais dire. Sur la fin de saison dernière, Leclerc a quand même titillé. Alors, on est d'accord qu'Hamilton, le titre était joué bien avant. On va remettre dans le contexte. Voilà, Hamilton est assuré d'être champion du monde depuis à peu près 2 mois, avant la fin de saison. Mais Leclerc s'est montré, a fait des pôles, a remporté, a fait des podiums. C'est lui le prochain, la prochaine star ou pas? C'est vrai que Charles Leclerc est la star montante de la Formule 1, ça on peut pas le nier. Après moi c'est pas au niveau de la voiture que je pense que Ferrari va pêcher, je pense que c'est plus au niveau de l'équipe. On l'a bien vu l'an dernier entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc, on en a un qui est quadruple champion du monde et l'autre qui est la star montante, la petite pépite de la Formule 1, ça avait été assez compliqué. Cette année j'ai peur aussi que ça fasse exactement la même chose, il y aura peut-être moins de problèmes, peut-être que Sébastien Vettel va se mettre un petit peu en retrait par rapport à Charles Leclerc. Leclerc a gagné 2 grands prix depuis le début de il sa a carrière. gagné deux grands prix l'année dernière, mais voilà, c'est principalement au niveau de la stratégie d'équipe que je pense que ça va être un peu compliqué, alors que voilà, si chez Mercedes c'est clairement établi, c'est un Hamilton et 2 Bottas. Lucas Serdic, Leclerc a les moyens de taper un peu, d'inquiéter on va dire Hamilton ou pas? C'est comme Nadal à Roland-Garros, on l'espère et au final c'est Nadal qui gagne. Non, mais il va en tout cas être très motivé et il va être plein de confiance aussi, puisque effectivement il a gagné ses 2 premiers grands prix, parce que Ferrari a aussi beaucoup misé sur lui. Il a la confiance quand même de son écurie. Quoi qu'on en dise, à mon avis, Sébastien Vettel il se bat un petit peu contre un fantôme là, c'est-à-dire qu'il va pas, enfin il est encore là parce qu'il a un statut quand même, 4 titres de champion du monde, c'est loin d'être ridicule, mais depuis qu'il a enchaîné ces 4 titres là et qu'il a débarqué chez Ferrari, il ne fait plus grand chose, ou en tout cas il déçoit souvent et il paraît un peu moins motivé, ce qui sera tout le contraire de Charles Leclerc, effectivement, dont on attend beaucoup cette saison. On verra. Moi je mets une pièce sur une belle saison aussi de Verstappen. Verstappen aussi, c'est aussi l'autre star. Lui il a plus d'expérience que Leclerc par exemple. Moi ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui titille Hamilton. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Timothée Rouvière? Verstappen qui est chez Red Bull justement, vous parlez de Mercedes qui est en haut et que derrière il y a Ferrari et Red Bull qui vont titiller l'écurie Mercedes, mais voilà. Oui, Max Verstappen, il a le matériel. Il a le matériel, il a la voiture pour ça, c'est sûr. Peut-être un peu moins puissante que la Mercedes d'Hamilton et de Bottas, mais après on sait que c'est un pilote fougueux qui sait se débrouiller sur des conditions assez compliquées quand il y a de la pluie ou quand il y a de la casse de vent. Son équipe Red Bull a une grosse science et une grosse expérience de la course, donc quand il s'agit de s'arrêter, lorsque il y a le drapeau, il y a la voiture de sécurité, ils savent aussi très très bien faire. Donc oui, moi je suis d'accord avec Lucas, c'est vrai que Hamilton sera là-haut et après Verstappen peut être je vais pas dire un concurrent très très sérieux, mais ça peut être un sérieux outsider qui peut le bousculer sur de nombreuses courses cette saison. Il en a un peu parlé, Lucas Serdic. Il y a Hamilton dans l'écurie Mercedes, on sait que c'est le numéro 1. Il y a Verstappen chez Red Bull, on sait que c'est le numéro 1. Et par contre, le gros problème de Ferrari n'est pas qu'il y a Leclerc qui est en train de monter, mais il y a quand même avec Vettel, comme vous l'avez dit, qui est aussi champion du monde. Il l'a gagné 4 fois de mémoire le titre d'affilée entre 2011 et 2012 avant le changement de moteur qui a marqué un petit peu le début de l'avènement de Mercedes. Entre 2010 et 2013. Le problème, il va y avoir un problème d'ego et c'est ce qui, comme vous l'avez dit, il y a eu ça sur certaines courses l'année dernière qui a coûté certains grands prix à Ferrari. Oui, ça c'est sûr, on l'a vu l'an dernier, Sébastien Vettel a eu du mal à se mettre un petit peu en retrait par rapport à Charles Leclerc. Charles Leclerc a aussi fait ses preuves, donc d'où toute la confiance de Ferrari. Faut se mettre aussi à la place de Sébastien Vettel. Quand on est quadruple champion du monde, bon d'accord, ça va faire quasiment 7 ans l'an prochain, mais quand on est quadruple champion du monde et qu'il y a un petit genou de 21-22 ans qui arrive et qui dit Justement, alors
monte des performances comme ça, c'est assez compliqué pour lui. Après voilà, c'est Leclerc qui est numéro 1 et Vettel numéro 2, mais c'est pas clairement établi et annoncé par Ferrari en tout cas. Le dernier titre de constructeur donc de Ferrari avec un pilote bien évidemment, c'est en 2007 Kimi Raikkonen, le Finlandais justement. Petite question là comme ça, il y a combien de pilotes champions du monde encore en lice? C'est marqué sur la feuille. Oui, mais sans regarder la feuille. 4. Ah bah 3. Raikkonen, Vettel et Hamilton. J'ai pas regardé, j'ai fait comme vous. Il a triché. Comme vous avez dit, j'ai pas regardé. Kimi Raikkonen donc en 2007, Hamilton. Hamilton bien évidemment 2008, 14, 15, 17 et 18, 19 et Vettel en 2010, 2011, 2012. On parle des Français un peu ou pas? Ah mais avec plaisir, on parle des Français. On parle de Leclerc. Bah, il est monégasque. Il est autant français que Rosberg. On peut espérer quoi, messieurs des Français justement? Pierre Gasly, une très bonne saison. Romain Grosjean. Moi je vois une très. Alors bon, pour Romain Grosjean, malgré toute la flexion. Chez Honda, ça peut être vraiment sympa. Gasly chez Honda, ça peut être sympa. Bon, pour Romain Grosjean, malgré toute la réflexion que j'ai pour lui, c'est très compliqué. Romain Grosjean, on l'a vu. Alors, je comprends pas non plus Haas qui galère avec ses deux pilotes depuis au moins 4-5 ans et qui les reconduit. Bon, Magnussen, le Suédois, le Danois, et Grosjean. Grosjean Pierre Gasly, oui, je pense que ça lui a mis un bon petit coup de boost, sa deuxième place en fin de saison dernière. C'est vrai que ça a été un coup de jour pour lui, le fait de quitter Red Bull Racing pour c'est un désaveu complet. Enfin, pour moi c'est quasiment fin de carrière déjà à ce moment-là. Je pense pas. Je pense que ça peut lui faire du bien. Il est assez jeune, il va prendre de l'expérience. J'aimerais bien, si c'est possible, la mémoire me fait peut-être défaut, mais qu'on retrouve trace d'un pilote qu'on a placé dans une top écurie et qui s'est fait déclasser et qui est ensuite revenu sur le devant de la scène. Moi j'ai pas souvenir. Après, moi je pense qu'il y a c'est quand pas même comme ça que ça marche en Formule 1. Je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir parce que Alex Albon, le Thaïlandais, n'est pas non plus extraordinaire non plus. Il est mieux que Pierre Gasly, mais après on verra ce que donne Red Bull, mais il faut se dire que Red Bull a pas trop laissé de chance à Pierre Gasly. Et après pour moi c'est plutôt sur Esteban Ocon là, chez Renault. C'est leur première saison l'an dernier, là ils ont Ricciardo et Ocon. On va voir ce que peut donner Esteban Ocon cette saison, et après on en a parlé, Charles Leclerc qui devrait se mêler en tout cas au podium à chaque fois. Il est pas français. Dimanche prochain, le 15 mars, début du 71e championnat du monde de Formule 1 en Australie à Melbourne. Le Grand Prix de Chine, vous l'imaginez bien, est reporté. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le Grand Prix de Monaco. Ce sera à Monaco le 24 mai prochain, et le Grand Prix de France au Castellet du côté de près de Marseille le 28 juin prochain. Voilà les dates si vous voulez y aller, si c'est pas à huis clos. Ça doit être bizarre quand même la Formule 1 à huis clos. Ah oui. Comme le foot, le rugby, le tennis et tout. Franchement, s'il y a bien un sport où ça me dérange moins, c'est la Formule 1. Déjà, le public, on l'entend pas. En tant que le moteur. C'est vrai. Merci messieurs. Nous on va recevoir notre invité de la semaine. Sportez-vous bien, l'invité. Notre invité est triple champion du monde de roller, rien que ça, et depuis ce week-end il est même champion de France. Nolan Bediaf est avec nous. Nolan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Champion de France une nouvelle fois depuis ce week-end à Nantes. Racontez-nous un petit peu ce week-end. Ça s'est joué à peu, on est d'accord? Ouais, ça s'est joué un peu. On était sur un circuit automobile, d'ailleurs, je vois que vous pouvez être Formule 1, donc circuit automobile de Fête-Bretagne. Et donc vallonné avec un vent de 30 km/h, des rafales à 60, donc c'était pas facile. C'est sympa ça. Mais voilà, ça s'est joué au millième, donc au lancer de patin, et à une demi-roue, même pas. Je suis redevenu champion de France. Après combien de kilomètres de course? Du marathon. Marathon, oui, rien que un marathon aussi. Qui se joue à 1/1000 de seconde, c'est quand même. Hein, ça. Mais bien évidemment, on retient que le vainqueur. Oui, le temps n'était pas exceptionnel. C'est vrai. Sur cette course-là, avec la difficulté du circuit, avec le vent et les conditions météo, puisqu'on a eu de la pluie aussi pendant la course. Ah oui, non mais c'est. On n'a pas eu la possibilité d'arrêt au stand, mais bon, ça s'est fait. L'actualité aussi, vous avez dit qu'il y avait du vent, qu'il y avait de la pluie, des rafales, etc. On imagine qu'aussi, on en a un petit peu parlé en début d'émission, vous savez très bien qu'on va vous en parler, vous qui voyagez beaucoup, il y a le coronavirus, vous sportifs qui voyagez en France et même à l'étranger on en reparlera tout à l'heure. Comment s'est passé le week-end par rapport à ça? Vous avez senti des tensions ou c'était totalement banal, entre guillemets, un week-end comme un autre?
Non, pas de tension, mais certaines personnes faisaient plus attention que d'autres, étaient précautionneux avec les histoires de câlins, de bises et tout ça. Donc non, voilà. Et puis le protocole du podium, bien sûr, qui a été changé, hein, comme on a pu le voir aussi à Paris-Nice hier et aujourd'hui, où il n'y a pas de bises, il n'y a pas de contact, quoi. Donc juste ça. Après, en soi, sur les courses, hein, on a contact, hein, ça fait partie du sport, comme les cyclistes aujourd'hui. Et, voilà, on ne fait pas attention, quoi. On oublie vite d'ailleurs. À titre, oui, j'imagine qu'on est dans la course. À titre personnel, la préparation change quelque chose. Là aujourd'hui, je veux dire, on va en parler tout à l'heure. Il y a des échéances qui vont arriver. Vous allez partir en Colombie, je crois, pour les championnats du monde au mois de juillet prochain. Vous allez être dans la région, pareil, on va en parler au mois d'avril pour Pâques, pour d'autres courses. Ça joue dans votre préparation ou pas du tout? Pour le moment, ça joue pas parce que on n'a pas de courses qui sont annulées. Pour les entraînements, ça pose pas de problème vu que je m'entraîne tout seul. Mais en soi, non, pour l'instant, on n'a pas de course d'annulée. Depuis ce week-end, on a un peu plus d'infos. Il y aura peut-être des courses d'annulées. Donc oui, ça changera la préparation. Après, le but final, c'est quand même d'aller en Colombie. Donc voilà. Après, je sais pas trop. Franchement, quand on voit tout ce qui est annulé dans le sport ou tout ce qui est fait à huis clos, on se pose des questions. On fait comme si tout était là et rien n'allait changer et on continue sa préparation. Question d'un chroniqueur, Marek. Oui, bonsoir. Du coup, ça va être compliqué d'aller en Colombie, justement. Il me semble que c'est un peu la terre-mère, hein, de ce sport qu'est le roller. Ouais, c'est la Mecque du roller. Enfin, peut-être pas la Mecque, mais c'est vrai que c'est le pays où il y a le plus de patineurs au monde, où il y a un niveau tellement dense qui est juste exceptionnel. Quand ils font leur sélection colombienne pour les championnats du monde, t'as 25 seniors hommes, 25 seniors femmes, 25 juniors. Et c'est un week-end de course complet, et donc c'est 25 mecs qui potentiellement pourraient faire les championnats du monde. Donc on imagine que derrière, c'est sûr qu'il y a une masse de ouf, des pistes partout dans le pays, même 3-4 par ville. C'est comme des terrains de foot là-bas, quoi, pour nous en France. Question d'un autre chroniqueur, Maxime Brossard. Ouais, bonsoir. La question que j'avais, c'est justement par rapport à ces championnats du monde, ça va être dans quelle discipline en fait? Ça va être marathon aussi, la distance, ou ça va être plus court? Quel format ça a, ces championnats du monde? Le championnat du monde il est divisé en 3, on va dire. Il y a une partie piste, donc D'accord. C'est un petit anneau de 200 mètres où on a de la vitesse et du fond. D'accord. Un peu, donc voilà. Après, on a un circuit routier, donc c'est un circuit qui fait 400 mètres et qui est asymétrique. Okay. Et on a un peu les mêmes distances, donc de la vitesse. Et pour les courses de fond, c'est des courses à points et courses à élimination. Okay. Ensuite, on a un tournoi de 100 mètres qui est vraiment très similaire à l'athlétisme. Ah oui. Et ensuite, on a le marathon pour clôturer ce championnat. Donc, c'est vraiment une grosse semaine, un peu comme au biathlon, où tu es là pendant une semaine et tu as plusieurs courses dans la semaine. Et vous êtes engagé sur toutes les disciplines ou vous avez vous êtes plus fondeur sur le fond ou... je suis fondeur. Ouais. Okay. Je fais 10 km et plus. Ouais. Vous êtes champion du monde sur le 20 km une fois et double champion du monde sur le marathon, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On parlait tout à l'heure des Colombiens, on va rester sur ça, on reviendra sur les mondiaux tout à l'heure. Justement, les pays qui sont vos concurrents, vous, le champion du monde, vous venez de parler de la Colombie. Donc la Colombie, je vous inclus avec la France. Quels sont les pays qui dominent le roller mondial? Colombie, France. Si on prend que féminin, on peut rajouter la Corée, Corée, Taïwan, Italie. Chez les Français, c'est un peu pareil. Chez les hommes, plutôt, c'est un peu pareil. Il y a plus d'individualité qui arrive à ressortir. On a un Belge qui est très fort, qui a fait aussi les Jeux Olympiques sur glace. Un Allemand, un Portugais qui sort un peu du lot. Les pays Équateur, Venezuela aussi. Plus chez les garçons que chez les filles. Après, la France, bien sûr, fait partie des grosses nations. Et on essaiera d'aller chez les Colombiens, essayer d'aller gagner là-bas. Question d'un troisième chroniqueur, Timothée Rouvière. Bonsoir Nolan. Vous disiez que la Colombie avait pas mal d'infrastructures. Est-ce qu'en France c'est la même chose? Comment ça se passe? Est-ce que c'est géré par une fédération? Est-ce que c'est des clubs comment ça se passe l'entraînement par exemple pour vous? On a une fédération qui gère tout. Après, il y a des pôles espoirs et des pôles France. Il y en a 2, un à Nantes et à Bordeaux. En soi, après, les structures, elles sont vraiment au club. C'est les clubs qui les obtiennent. Notamment, je pense qu'en ce moment, avec les élections municipales, il y a des projets sûrement qui vont aboutir dans les 2 ans qui viennent.
Mais voilà, après, en termes d'infrastructure, on en a beaucoup moins que la Colombie, et même au niveau européen, le pays qui me fournit, c'est l'Italie. Une centaine de pistes dans le pays italien. Nous, si on est à 40, 50, c'est le max, quoi. En Colombie, en Italie, ils sont peut-être, ou voire sûrement, je ne sais pas, professionnels. En France, ça se passe comment ? En France, on est très peu à être professionnel. Moi, je fais partie des chanceux qui sont professionnels, mais on va dire que je suis professionnel à mi-temps, puisqu'à côté de ça, je suis entraîneur aussi dans les clubs et sur des stages un peu partout en France. Donc c'est comme ça que j'arrive à continuer à en vivre. Et puis sur les marathons, il y a quand même des prize money, des primes du coup de course qui aident aussi à faire l'année, quoi. Maxime Brossard. Justement, en tant que professionnel, je voulais savoir combien de temps peut durer la carrière d'un athlète professionnel de roller, et je voulais savoir aussi, vous venez de dire que vous entraînez, est-ce que ça va être la suite de votre carrière, la suite de votre vie, une fois que vous allez raccrocher les patins? Après, une carrière d'athlète, ça dépend. Moi, là, ça fait 9 ans que je suis en équipe de France. Là, mon coéquipier d'équipe de sponsor devant qui j'ai gagné ce week-end, il y a 22 ans, ça fait 2 ans qu'il fait les championnats du monde, donc ça peut commencer très tôt, à 18-20 ans. Alors après, moi j'ai eu 29 ans au mois de février, je peux encore faire 1-2 ans, je pense. Après, peut-être pas très haut niveau. Ouais, je pense que c'est un peu comme le vélo, ça se ressemble. D'accord. C'est des sports portés où la technique a une grosse partie, et une fois qu'on a le physique et la grosse caisse foncière dans nos jeunes années, dans les jeunes années, après c'est vraiment affiner la préparation pour être bon au bon moment, quoi. Vous êtes champion du monde et potentiellement, on peut l'imaginer, que vous pouvez être médaillé olympique. Le problème, c'est que votre discipline n'allait pas aux Jeux Olympiques. On imagine que pour vous, ça vous embête énormément. Vous savez les raisons de l'absence du roller, la médiatisation, les moyens, c'est dû à quoi ? Ouais, c'est sûr que c'est toujours frustrant. Ça fait rêver un peu cette grande messe du sport. Donc, de pas y être, des fois, c'est un peu rageant. Après, c'est clair que pour le roller de vitesse, c'est compliqué au niveau business. Je pense qu'au niveau du lobbying et des grosses marques, c'est un petit sport. Après, on a le skateboard qui est rentré aux Jeux Olympiques, qui fait aussi partie de notre fédération. Donc, je pense qu'on s'est fait un peu voler la vedette, entre guillemets, dans notre fédération. Et donc, du coup, je pense que ça va être compliqué de rentrer. On a été dans les sports présélectionnés assez souvent dans les 15 dernières années, mais maintenant je pense que on n'y sera plus. On avait mis un pied aux derniers Jeux Olympiques de la jeunesse, mais on est sorti de la liste pour les prochains, donc à mon avis, je pense que le roller de vitesse, on ne le verra pas aux Jeux Olympiques. On imagine qu'il y a une énorme frustration, vous le sportif. Ouais, forcément. Après, chez les jeunes maintenant, chez les plus jeunes, j'aurais pu aussi. Après, c'est des moyens personnels importants qu'il faut mettre en œuvre. C'est passer sur la glace. C'est notre cousin Germain au terme de patinage, et donc il y en a qui réussissent dans les deux, et il y en a qui sont médaillés olympiques sur glace. Et vous, ça vous intéresse pas? C'est trop compliqué? Vous avez dit que vous avez 29 ans, il vous reste 2 ans de ce que vous avez dit à haut niveau. Vous avez peut-être pas envie de... Vous n'aimez pas le froid, peut-être? Ouais, vous n'aimez pas le froid. Ça vous tente pas le patin à glace? J'ai essayé. À une époque, il y avait des stages où ils prenaient des patineurs de roller pour les mettre sur la glace un peu, et puis ça s'est arrêté. Là, les seuls qui arrivent français qui essayent d'aller sur la glace, c'est ceux qui ont des moyens personnels importants, parce que financièrement, ça coûte cher. Oui, bien sûr. Aller à l'étranger, il faut aller aux Pays-Bas ou en Allemagne pendant 6 mois, il faut du matériel de ouf, parce que ça coûte encore plus cher que le roller. On n'a pas les infrastructures en France là-dessus. Et tout ça. Non, en France, on a zéro infrastructure pour la longue piste. Je parle de la longue piste, bien sûr. Parce que short track, on a ce qu'il faut en France, mais... Quelles sont la longue piste, il faut un investissement personnel important, et certains y arrivent. Après, pour l'instant, il n'y a pas trop de moyens auprès de la Fédé. Au niveau pour moi, c'est trop tard. Allez-y, pardon. Au niveau technique, alors la différence entre la glace et le goudron, entre guillemets, on est d'accord, mais il y a des grosses similitudes techniques entre le roller que vous pratiquez et le patin à glace, ou pas? Ouais, le geste, si on prend au sens large du terme, c'est le même. Je vais dire un exemple qui est moche, mais quelqu'un qui fait du pédalo et du vélo, le geste de la pédale et de tourner, ça va être le même, quoi. Sauf que je pense qu'en vélo, il va être plus précis, et c'est le cas sur la glace, quoi. Le geste est nettement plus précis, il faut être beaucoup plus méticuleux dans le geste, et c'est un geste technique qui est plus dur à apprendre. Le roller est plus facile là-dessus.
Maxime Brossard. Justement, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de créer des courses, on va dire, un peu plus attractives, un peu comme ce qu'avait fait, non, pas forcément la X-Games, mais je pense à Red Bull qui, à un moment, avec la glace, avait mis en place des circuits, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où il y avait plusieurs patineurs qui s'affrontaient sur le même circuit avec un peu toutes les règles autorisées. Est-ce que ça, ce serait pas possible, finalement, en roller, avec un peu ce type de circuit, ou est-ce que ça a déjà été tenté, finalement ? Bah, il y a après c'est plus trop dans le monde sport, mais il y a du border cross aussi en roller qui existe à l'image du ski et du Red Bull Crash Ice dont vous parlez. Il y a. Après, tant qu'il n'y a pas l'enjeu financier qui va avec, comme le Red Bull peut donner un élan de ouf à n'importe quel sport s'ils y mettent les moyens. On ne pourra pas. Vous avez fait le Grand Chelem. Après une question du 4e et dernier chroniqueur, Lucas Serdic. Oui, bonsoir. Je me demandais, pour les gens qui, comme moi, s'interrogent un petit peu, comment on fait pour voir votre discipline, où est-ce qu'on peut aller ? Je ne pense pas que ce soit diffusé sur des chaînes, mais peut-être sur YouTube, il y a des choses que vous nous conseillez pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble ? Ouais, sur YouTube, il y a énormément d'athlètes professionnels ou amateurs qui font des vidéos, des tutos pour le roller. Je pourrais retenir un nom qui fait beaucoup de vidéos, qui a été champion du monde à l'époque et maintenant qui est coach et qui vadrouille beaucoup, c'est Pascal Briand. Il a une chaîne YouTube avec peut-être 300 vidéos et il fait des vlogs en fait en ce moment depuis 2 ans. Et il parle de plein de courses, il parle de technique un peu, donc c'est vraiment sur la course quoi. Mais c'est une chaîne qui marche bien. Après il y a pas mal en tapant roller course sur YouTube, vous trouverez plein de courses. Il y a une course qui fait un carton d'ailleurs sur Olympic Channel, c'est un 1000 mètres des Jeux mondiaux, donc l'antichambre des Jeux Olympiques, et c'est une vidéo qui a 2 millions de vues. Donc je pense qu'il y a des possibilités. On regarde ça. Nolan, en 20 secondes, pas plus, vous passez dans la région justement, expliquez-nous un petit peu le week-end de Pâques. Allez, en 20 secondes, je vous donne 20 secondes. Le week-end de Pâques, c'est 3 pistes pour 3 jours différents du coup. Le samedi, c'est à Pibrac. Le dimanche, c'est à Valence d'Agen. Et le lundi de Pâques à Gujan-Mestras dans le bassin d'Arcachon. 3 jours, 3 pistes différentes, de tailles différentes, de profils différentes. Et c'est des pistes à l'ancienne qui accrochent pas trop, il y a de la glissade et ça demande beaucoup plus de technique. Merci beaucoup, vous avez eu 20 secondes, c'est parfait. Merci beaucoup Nolan, merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Merci à Coraline et Romain à la réalisation. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur Sportez-vous bien à lundi.